C'est toujours un bonheur de se retrouver au Maroc et je ne peux que remercier mon ami Jamel Berkali de m'avoir invité, de rencontrer tous les amis et de partager avec eux les nouveautés sur le diabète. Alors j'ai deux remerciements aussi à effectuer. L'un est à Martin Buscart qui m'a laissé la place pour parler des inhibiteurs des SGLT2 et puis également à l'auditoire qui a eu la patience et qui risque l'hypoglycémie pour pouvoir m'écouter. Merci beaucoup. Alors, le traitement du diabète de type 2, pendant de nombreuses années, était très simple. Mesure régionodiététique, metformine, sulfamide, et puis voilà, ensuite insuline. Et fort heureusement, depuis une quinzaine d'années, on a vu arriver de nouvelles molécules, les glitazones qui ont disparu, je ne parlerai pas du Benfluorex ou du Rimonaban, et puis surtout les incrétines, inhibiteurs des PP4 et les analogues du GLP1 que Martin vient d'actualiser, et puis récemment les inhibiteurs du SGLT2. Alors je vous rappelle très rapidement comment ça marche. Eh bien, lorsqu'il y a une hyperglycémie, eh bien, il y a une majoration de la glycosurie. Chez les diabétiques de type 2, la réabsorption du glucose est majorée et les inhibiteurs du SGLT2 vont bloquer ces transporteurs de glucose et de sodium, ce qui fait que nous allons obtenir une diminution de la glycémie au prix d'une majoration de la glycosurie. Alors ces médicaments sont effectivement très intéressants puisqu'ils vont agir de façon distincte de l'insuline et donc ne vont pas procurer d'hypoglycémie. Ils entraînent une diminution du poids du fait de la perte calorique dans les urines et ils permettent en même temps une baisse de la pression artérielle par l'effet natriurétique. Mais malheureusement, ils entraînent une élévation du glucagon. Alors jusqu'à présent, on ne savait pas très bien pourquoi. Depuis l'ADA, on le sait un petit peu mieux. Eh bien, c'est que vous voyez, le glucose, pour entrer dans la cellule bêta, profite d'un transporteur qui s'appelle le GLUT2, qui va entraîner via la glycokinase une augmentation de l'ATP dans la cellule, qui va entraîner une production d'insuline. Mais au niveau de la cellule AFA, qui est responsable de la sécrétion du glucagon, vous voyez, le glucose rentre grâce à deux transporteurs, le GLUT1 et le GLUT2 et le SGLT2. Et le blocage du SGLT2 va entraîner une certaine cécité de la cellule alpha qui pense que le glucose sanguin est abaissé et qui donc va entraîner une sécrétion du glucagon. Alors quels sont les avantages du SGLT2, des analogues, des inhibiteurs du SGLT2? Eh bien, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas m'attarder sur les premiers parce que vous les connaissez et puis parce que j'ai pas suffisamment de temps. Les avantages, bien, ce sont des médicaments qu'on donne péros, qui sont actifs quel que soit le degré de l'insulinopénie, qui entraînent une diminution de la pression artérielle, une perte de poids, sans hypoglycémie. Mais je voudrais insister sur deux points qui sont relativement récents, la protection cardiovasculaire et la protection rénale. Alors, on savait, depuis les résultats de l'étude EMPA-REG Outcome qui a été publiée il y a 1 an et demi à peu près, que ces médicaments, pour la première fois, permettaient d'obtenir une diminution du risque cardiovasculaire de ces patients. Je vous rappelle brièvement comment se comportait cette étude. Des patients diabétiques de type 2 à haut risque, en 3 bras, placebo, mais placebo renforcé par des traitements antidiabétiques de façon à maintenir entre les 3 bras un équilibre glycémique équivalent. On teste la molécule, on ne teste pas son efficacité sur la glycémie. D'ailleurs, au passage, l'activité des ISGLT2 se situe un peu au-dessus des inhibiteurs de la DPP4 et font baisser l'HbA1c entre 0,7 et 1%. Donc 3 bras, je disais, placebo, empagliflozine 10 mg et empagliflozine 25 mg. Et pour la première fois, on a constaté qu'un médicament thérapeutique oral du diabète de type 2 permettait de diminuer, vous le voyez, de 15%, pardon, de 14% le risque cardiovasculaire de ces patients, risque cardiovasculaire qui est classiquement apprécié par le MACE, c'est-à-dire infarctus du myocarde et AVC non fatal et mort cardiovasculaire. Et ce qui est important à souligner, c'est que la divergence de ces courbes est très rapide, vous voyez, dès les premières semaines, et qu'il n'y a pas de différence très notable entre les deux posologies de l'empagliflozine, 10 mg ou 25 mg.
Plus intéressant encore, quand on regarde les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, on voit qu'il y a une diminution de 35% dans les groupes empagliflozine. Et ceci est capital parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que l'insuffisance cardiaque était une complication extrêmement fréquente du diabète et qui était largement méconnue jusqu'à présent. Et vous voyez également la mort cardiovasculaire diminuer de 38%, donc des résultats absolument stupéfiants. Et de façon récente, a été publiée lors de l'ADA, donc il y a 3 semaines, une étude voisine qui s'appelle l'étude CANVAS, qui a été menée avec la canagliflozine, un peu plus de 10 000 sujets diabétiques de type 2 à haut risque, randomisés en 3 bras, Cana 100 mg, Cana 300 mg et placebo, avec là aussi un objectif d'avoir une HbA1c identique dans ces 3 bras. Le critère principal était le MACE après un suivi de 188 semaines. Et vous voyez que les résultats sont tout à fait identiques avec une diminution de 14% du MACE dans le bras canagliflozine par rapport au placebo. Donc des résultats qui montrent vraiment un apport considérable de cette classe thérapeutique. Alors comment expliquer ces bénéfices? D'abord, l'amélioration de l'équilibre glycémique, c'est peu probable. Parce que vous l'avez vu, la divergence des courbes est très rapide et on ne peut pas être expliqué par l'amélioration de l'HbA1c qui de toute façon est très faible entre les deux groupes de patients. La diminution de la pression artérielle est également peu probable. Il y a une diminution de 4 mm de mercure dans les bras traités. Certes, c'est significatif sur le plan statistique, mais n'explique pas en peu de temps l'amélioration du pronostic. Le rôle du glucagon a été soulevé du fait de cette action inotrope et anti-arythmogène de cette hormone. L'effet diurétique surtout est probable, surtout en ce qui concerne l'amélioration du pronostic de l'insuffisance cardiaque. Mais une hypothèse intéressante a été soulevée il y a quelques mois. Ce serait celle de l'action bénéfique de la cétogénèse qui est modérée, sans hyperglycémie majeure, et qui apporterait au myocarde des possibilités métaboliques extrêmement intéressantes. C'est la théorie du fuel énergétique. Quelle que soit l'explication, en tous les cas, les résultats sont extrêmement intéressants. Malheureusement, comme toujours, il y a des bénéfices, mais il y a également, je voudrais d'abord parler de la protection rénale qui est également extrêmement intéressante et qui a été visualisée dans toutes les études. Vous avez ici l'évolution de la filtration glomérulaire sous canagliflozine par rapport au placebo. Et vous pouvez voir que dans le bras, par rapport au glimépiride, et vous voyez que dans les bras canagliflozine, on assiste dans les premières semaines à une diminution du débit de filtration glomérulaire, très probablement liée à l'hémoconcentration et à la perte sodée dans les urines. Mais on voit qu'au bout de quelques semaines, eh bien, les courbes divergent en faveur des patients qui recevaient de la canagliflozine, montrant qu'il y a très probablement une amélioration de la protection rénale. Et en PAREG, dont je vous parlais tout à l'heure, on note également une amélioration considérable d'un critère composite constitué du doublement de la créatinine, de la mise en dialyse, du décès d'origine rénale. Et vous voyez, moins 46% chez les patients recevant de l'empagliflozine par rapport au placebo. Alors, il faut remarquer également que l'étude CANVAS a confirmé ces données, d'abord sur le plan du MACE, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais surtout sur la progression de l'albuminurie de 40%, la réduction du débit de filtration glomérulaire et sur la dialyse rénale. Et on voit qu'il y a une amélioration de 40% chez les patients qui recevaient de la canagliflozine. Alors malheureusement, qui dit avantage, dit également inconvénient. Et vous en connaissez un certain nombre. Le coût, certainement, sont des molécules qui sont assez chères, et c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été commercialisées encore en France. Mais renseignements prix, elles sont simplement un tout petit peu plus chères que les inhibiteurs de la DPP4. On a peu de recul, mais le temps passant, on a de plus en plus de recul, naturellement. Les mycogénitales, qui faisaient beaucoup parler d'elles, on va y revenir. Les AVC, les risques d'hypovolémie, le risque d'acidocétose, les fractures et les amputations avec la canagliflozine. Donc beaucoup d'effets secondaires, mais que je voudrais tout de même dédramatiser
en parlant notamment des mycoses qui surviennent plus souvent chez les femmes, notamment s'il y a des antécédents de vulvovaginite, en période préménopausique. Et elles surviennent surtout en début de traitement, elles sont liées à la glycosurie qui est majorée. Et habituellement, c'est un événement qui est unique et qui répond très bien à un traitement local. Le second point, c'est peut-être une discrète tendance à la majoration des accidents vasculaires cérébraux, des accidents vasculaires cérébraux. Et vous voyez ici la comparaison entre Ampareg et Leader, dont parlait Martin Buiscard tout à l'heure. Vous voyez que dans Leader, avec le liraglutide, tous les points se situent sur la gauche et sont donc favorables. Les AVC, c'est favorable, mais non significatif. Par contre, dans l'étude Ampareg, on voit qu'il y a tous les effets bénéfiques sont tirés en fait par la mort cardiovasculaire et par l'insuffisance cardiaque qui est améliorée, et qu'il y a une discrète tendance à la majoration des AVC, peut-être liée à l'augmentation de l'hémoconcentration. Le deuxième point qui a fait débat également, c'est la majoration des cas d'acidocétose, aussi bien avec la canagliflozine qu'avec l'empagliflozine. Vous voyez, dans ce travail mené avec la cana, eh bien, on voit que les acidocétoses observées étaient dose dépendantes, 5% sous cana à 100 mg, 9,4% sous cana à 300 mg. Mais il y a habituellement un facteur déclenchant, une infection aiguë, une perturbation de l'apport d'insuline, notamment par un problème de pompe. Et ceci peut s'expliquer par l'augmentation de la clairance du glucose. Ce qui est assez troublant, c'est que ces acidocétoses s'observent avec des glycémies qui sont peu élevées et donc qui peuvent prêter à confusion. L'autre explication est celle d'une augmentation de la sécrétion du glucagon ou également d'une déplétion volémique. Si bien que dans le diabète de type 1, l'utilisation des glyphlosines fait débat, mais vous allez voir, il y a tout de même des études qui sont intéressantes dans ce cas-là. Alors, quelle sera ou quelle est la place des inhibiteurs des SGLT2 dans le traitement des différents diabètes? Globalement, on peut dire que les avantages plaident de façon très significative pour l'utilisation de cette classe médicamenteuse. Lors d'un symposium qui a été mené à l'ADA il y a donc quelques semaines, eh bien, l'auteur, qui était Julio Rosenstock, indiquait les possibilités théoriques d'utilisation des inhibiteurs des SGLT2. Traitement initial de diabète de type 2, association en ou trithérapie au cours du diabète de type 2, association à l'insuline dans le diabète de type 1 et de type 2, prévention de la néphropathie, insuffisance cardiaque, obésité, prédiabète et prévention cardiovasculaire. Donc vous voyez des indications extrêmement larges de cette classe médicamenteuse qui est quand même très intéressante. Et je vous rapporte ici quelques études qui ont été présentées lors de l'ADA qui permettent d'illustrer ces indications possibles. La première de ces études comporte la prescription de sotagliflozine, donc une glyphlosine qui n'est pas commercialisée nulle part, qui est en phase 3 et qui a pour propriété d'être un inhibiteur mixte à la fois des SGLT1 et des SGLT2. Donc les SGLT1 sont situés également au niveau du rein et complètent la réabsorption du glucose. Les SGLT2 se situent au niveau intestinal, si bien que cette classe médicamenteuse, ces médicaments, permettent de diminuer de façon très sensible les glycémies postprandiales. Et donc cette étude a été menée chez des patients diabétiques de type 1 répartis en 3 bras après optimisation glycémique, une insulinothérapie optimalisée plus placebo, le second bras plus sotagliflozine 200, le troisième c'est sotagliflozine 400. Et quels sont les résultats? Eh bien, on voit qu'il y a une diminution de près d'un demi-point de HbA1c, avec une perte de poids de 3,5 kg, ce qui n'est pas négligeable, au prix d'une multiplication par 3 des cas d'acidocétose et de mycose génitale. La seconde étude concerne la canagliflozine qui a été prescrite chez des patients japonais traités par insuline. Et vous voyez que cette étude a été menée en 2 périodes. Au départ, canagliflozine versus placebo, puis tous les patients ont été mis sous canagliflozine. Et on voit que
la prescription de cet inhibiteur du SGLT2 permet de diminuer l'HbA1c de plus de 1%. Et lorsque tous les malades ont été mis sous canagliflozine dans la période d'observation, eh bien, les deux courbes se sont rejointes, montrant que l'effet est persistant et très intéressant. Enfin, la dernière étude avait été constituée par l'utilisation de l'ertugliflozine, donc une autre glyphosine qui est en phase 3, qui visait à évaluer l'intérêt de cette association chez des malades en échec de bithérapie, metformine, sitagliptine, et on voit que l'ajout de ce médicament permet de diminuer l'HbA1c de 0,81%, de faire perdre près de 3 kg, une diminution de la pression artérielle au prix d'une majoration des mycoses génitales. Alors, où va-t-on placer ces nouvelles molécules dans les recommandations que je vous montre ici de la HAS? Ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle la Société francophone du diabète est en phase d'écrire de nouvelles recommandations en incluant les nouvelles classes médicamenteuses et les nouvelles études qui ont été récemment publiées. Pour l'ADA et l'EASD, vous voyez que le statement place les inhibiteurs des SGLT2 à peu près partout, sauf en association aux analogues du GLP1, parce qu'il n'y a pas d'études qui aient été menées avec cette association. Alors, pour résumer tout ça, voici un arbre décisionnel que je vous propose. Je le trouve très bien parce que c'est le mien. Donc, en première intention, chez un patient diabétique de type 2, alimentation, bien sûr équilibrée, et activité physique. En cas d'échec metformine, en cas d'intolérance de la metformine, eh bien, pourquoi pas utiliser les inhibiteurs des SGLT2. En échec de metformine, eh bien, on aura la possibilité de faire metformine sulfamine, metformine IDPP4 ou metformine inhibiteur du SGLT2. Et en cas d'échec, eh bien, on pourra mettre les SGLT2 en trithérapie ou en association avec les analogues du GLP1 lorsque ce sera validé. Bien sûr, le recours, c'est l'insuline, mais une fois que les patients seront sous insuline, on pourra très bien également ajouter des analogues du GLT, des inhibiteurs du GLT2, du moins si en France, on obtient leur mise sur le marché, comme c'est actuellement le cas en Belgique, et Martin Busquart est vraiment très heureux de ce fait. Je vous remercie.